Assis sur une chaise adjacente au mur, Tony contemple son père, frêle et épuisé, qui gît immobile, les yeux fermés. L'ambiance au sein de leur foyer était sombre depuis plus de 3 semaines, depuis que le père de Tony était tombé dans un état d'immobilité, le diagnostic étant grave, le temps leur filait entre les doigts. La mère de Tony implorait les médecins, prête à payer n'importe quelle somme pour sauver son mari. Combien faut-il ? Envoyons-le à l'étranger. Je l'accompagnerai et répondrai à ses besoins, supplie-t-elle. Tony n'était pas certain du solde exact des comptes familiaux, mais il savait qu'il était substantiel. Après tout, son père avait été le directeur estimé d'une maison d'édition pendant de nombreuses années. Howard, habituellement sévère et énergique, était maintenant allongé, les yeux fermés, comme s'il dormait paisiblement. Cependant, Tony comprit que son père faisait exprès de fermer les yeux chaque fois qu'il entrait dans la pièce, ne voulant pas aggraver leur situation déjà difficile. En silence, Tony se leva de sa chaise et partit. Il savait qu'au moment où son père ouvrirait les yeux, même avec les derniers restes de ses forces, il exprimerait sa désapprobation face à la présence de Tony. Cela avait été le cas le matin précédent lorsqu'Howard s'était plaint de manière audible en voyant Tony à proximité. « Pourquoi rôdez-vous ici ? Regarde ton grand frère Vincent, il étudie assidûment et assiste à tous ses cours. Et toi ? Tu es déséuvré, va-t'en, disparaît de ma vue. » Ces mots avaient profondément blessé Tony. Lui seul savait que son frère aîné, Vincent, n'avait pas mis les pieds à l'université depuis plus de 2 mois et passait son temps libre en boîte de nuit. Vincent apparaissait en présence de leur père le matin, mais au bout d'1 heure, parfois moins, il disparaissait, prétextant qu'il devait étudier. Tony ne pouvait s'empêcher d'entendre le ton affectueux avec lequel son père parlait à Vincent, comparé à la colère qui transparaissait lorsqu'il s'adressait à lui. Il s'était habitué à un tel traitement. Depuis l'enfance, il avait été le bouc émissaire de la famille, blâmé pour tous les problèmes et les échecs, quelle que soit la faute. Son père ne parlait de lui que comme d'un fainéant et d'un fauteur de troubles. Même son frère le traitait comme un adversaire. Parfois, lorsque sa mère était d'humeur plus aimable, elle avait pitié de lui ou lui adressait un mot gentil après avoir été témoin des réprimandes de son père. Au contraire, ses parents ont toujours considéré Vincent comme l'incarnation de la réussite. Tony ne comprenait pas pourquoi. Tony étudiait assidûment et obtenait toutes les notes qu'il méritait, alors que Vincent n'avait qu'à assister aux cours pour ramener à la maison un agenda rempli de A et de B. Howard a toujours financé les études de Vincent, en se servant de ses bonnes notes comme justification. Vincent, le frère de Tony, avait 2 ans de plus et a rapidement pris en charge sa propre éducation après avoir obtenu son diplôme. En quelques semaines, il a obtenu une place dans l'une des meilleures universités de la ville, coïncidant avec la remise des diplômes de Tony. Leur père, dans un accès de colère, leur a sévèrement conseillé de ne plus compter sur leurs parents pour les soutenir et les a encouragés à travailler à la place. Il leur suggéra de s'inscrire dans un collège par correspondance s'ils en avaient l'intelligence. C'était également le projet initial de Tony, mais ses aspirations à une éducation plus poussée furent rapidement éclipsées dans les mois qui suivirent. La famille apprend la maladie d'Howard, et Tony doit mettre ses propres objectifs en veilleuse pour aider sa mère. Bien qu'il y ait assez d'argent pour engager une infirmière, son père refuse catégoriquement, insistant sur le fait que c'est à sa femme et à ses fils de s'occuper de lui, et non à des étrangers. La plupart du temps, c'est la femme d'Howard qui s'occupe de lui, Tony l'aidant souvent malgré le mécontentement et la colère du patient. Avec sa mère, Tony s'occupait des besoins de son père, il le lavait, changeait la literie, rangeait la chambre et apprenait même à lui faire des injections. En revanche, Vincent ne venait chaque jour que pour s'asseoir à côté de son père et lui tenir la main. Cependant, Tony a entendu à 2 reprises, depuis une autre pièce, que Vincent profitait de la bonne disposition de leur père. Il implorait l'aide de leur père en pleurant, affirmant que la voiture qu'on lui avait donnée à la fin de ses études n'était plus en bon état et qu'elle tombait constamment en panne. De plus, il a indiqué que des enfants de personnes haut placées étudiaient dans sa classe et arrivaient dans des voitures de luxe, certains même avec un chauffeur. Vincent se plaignit que, puisque leur père était alité et que sa propre voiture restait inutilisée dans le garage,
il fallait lui donner la voiture pour maintenir le statut de leur famille. Tony n'a jamais entendu la réponse, mais lorsqu'il a vu Vincent conduire la voiture de leur père ce soir-là, il a su que son frère avait obtenu gain de cause. Une semaine plus tard, Tony était en train d'administrer une injection à leur père lorsque Vincent est entré dans la pièce et a brutalement demandé à Tony de partir, affirmant qu'il avait besoin de parler à leur père en privé. Bien que Tony ait quitté la pièce, il n'a pas pu résister à sa curiosité et a décidé d'écouter leur conversation. Tony ne comprenait pas pourquoi son frère, Vincent, avait besoin d'une grosse somme d'argent, d'autant plus qu'il avait entendu dire que Vincent avait abandonné l'université. Cependant, tout s'est mis en place lorsque Tony a entendu Vincent s'exclamer joyeusement au téléphone, « Fais tes valises, on s'envole pour ces îles dès que je quitte la maison de mon père. » Vincent avait toujours rêvé de visiter ces îles. La présence de Tony passa inaperçue jusqu'à ce que Vincent réalise que son frère avait tout entendu. Vincent a rapidement rangé son téléphone, s'est approché de Tony et lui a demandé avec défi, « Pourquoi me regardes-tu comme ça? J'ai le droit de prendre des vacances, et notre père n'hésite pas à les payer. La façon dont je dépense l'argent n'a pas d'importance, tant qu'il me profite. Alors, ne dis pas un mot, va changer ses couches. » Tony fut déconcerté par l'audace de son frère, d'autant plus que leur père était sur son lit de mort dans la pièce voisine. Vincent planifiait des vacances luxueuses avec son amant, alors que la vie de leur père était en jeu. Tony chuchota à Vincent pour lui faire part de son inquiétude, mais Vincent se contenta de sourire et assura à Tony qu'il serait de retour avant l'annonce du testament. Sa remarque insensible laissait entendre que si leur père décédait, Vincent aurait une plus grande part de l'héritage. Le lendemain, Vincent est parti, laissant Tony dans un état de confusion. Tony se rend compte que son frère ne se préoccupe pas vraiment de la santé de leur père. Toute la tristesse et les larmes dont ils avaient été témoins au chevet de leur père n'étaient qu'un acte visant à obtenir une plus grande part de l'héritage. Quelques jours après le départ de Vincent, leur père s'éteignit paisiblement dans la nuit, Tony à ses côtés. Tony sentit que ce moment resterait à jamais gravé dans sa mémoire lorsque son père ouvrit les yeux et le regarda avec amour et affection pour la première fois. Tony sentit que son père voulait lui dire quelque chose d'important. Mais il se tut après quelques respirations profondes. Tony sut que quelque chose de terrible s'était produit et avait réveillé sa mère, qui s'était beaucoup reposée sur les sédatifs ces derniers temps. Les jours qui suivirent furent remplis de sanglots, d'arrangements funéraires et de deuil. Tony ne quitta jamais sa mère. Tandis que Vincent continuait à profiter de ses loisirs au bord de la mer, sans prendre la peine de revenir pour l'enterrement. Il ne se rendit qu'une seule fois sur la tombe de son père, à cause de l'insistance de sa mère. La vie de Vincent n'a pas changé, et il prétend même avoir une plus grande liberté d'action, puisqu'il peut retirer de l'argent du coffre-fort sans être interrompu. L'accord de son père lui permet d'accéder librement à sa voiture, qu'il peut utiliser à sa guise. Après le décès de son mari, sa mère s'est désintéressée de ces questions et a cessé d'en poser. Le jour de la lecture du testament, le notaire convoque tous les membres de la famille. Vincent arrive avec un sourire en coin, apparemment au courant du contenu du testament. Tony n'avait pas de faux espoirs, mais ce qu'il découvrit chez le notaire dépassa toutes ses espérances. Les propriétés et les biens de leur père étaient complètement divisés. De l'avis de Tony, c'était injuste. La maison dans laquelle ils résidaient tous, ainsi que l'entretien mensuel, était légué à sa femme pour la durée de sa vie. Tony est entièrement d'accord avec cette partie du testament. La responsabilité de la gestion de tous les comptes, des entreprises, des multiples voitures et d'un spacieux appartement au centre-ville fut confiée à Vincent, son fils aîné. Lorsque vint le tour de Tony, tout le monde attendit anxieusement, s'attendant à ce qu'il ne reste rien pour lui. Un silence tendu s'installa dans la pièce lorsque Tony entendit le rire de son frère. Le notaire ajusta ses lunettes de luxe, à voix basse, poursuivit sa lecture, révélant que leur père avait laissé quelque chose à Tony. Il lui avait laissé une écurie avec un petit cottage situé loin de la ville, ainsi qu'une somme d'argent substantielle sur son compte, suffisante pour lui permettre de commencer une vie indépendante. Tony fut incrédule lorsqu'il entendit le montant que son père lui avait laissé.
Le nombre de zéros dans l'héritage de son frère était bien plus élevé, et l'argent laissé à Tony pouvait facilement être dilapidé dans des clubs en moins d'un mois. Tony avait toujours su depuis le début que leur père ne partagerait pas tout de façon égale entre les fils, mais il ne s'attendait pas à un tel niveau d'injustice. Vincent, qui avait toujours rabaissé son jeune frère, ricana avec mépris. « Eh bien, c'est ça, mon cher petit frère. Tu es tout seul maintenant, et j'espère ne jamais avoir à te revoir. Et ne me demande plus rien, je suis désolé, mais je ne donne pas aux mendiants. » Il se tourna vers sa mère et lui dit, « Maman, tu viens ? Dépêche-toi. J'ai beaucoup de choses à faire, je te ramène vite à la maison et je veux fêter mon nouveau statut d'homme d'affaires fortuné, tout en jouant avec les clés de sa voiture, qui était désormais officiellement la sienne. » Il se dirigea vers la luxueuse voiture qui brillait au soleil. Pendant ce temps, Hélène s'approcha de son fils cadet, le prit par la main et dit d'une voix coupable, « Je suis désolée de, bonjour. Je ne savais pas qu'Howard prendrait cette décision. Tu sais que je n'avais pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Nous savons tous les deux à quel point ton père était têtu. » Le jeune homme prend sa mère dans ses bras et lui répond doucement, « Ça va aller, maman, tout ira bien. Ce n'est pas une question d'argent, je trouverai un moyen. Prends soin de toi et je t'appellerai quand j'arriverai pour que Vincent ne soit pas contrarié. » Hélène se dirigea vers la voiture tandis que Tony restait debout sous le porche de l'étude du notaire, nourrissant du ressentiment envers son père, Vincent, et le monde dans son ensemble. Il ne comprenait pas pourquoi son père avait une attitude si négative à son égard depuis son enfance jusqu'à ces derniers jours, surtout quand les deux frères avaient grandi dans la même famille. Aujourd'hui, l'un des frères avait hérité de tout, tandis que l'autre se retrouvait avec une maison délabrée au milieu de nulle part. Tony ne doutait pas une seconde que c'était à cela que ressemblait l'héritage de son père. Après tout, Howard avait acquis cette écurie par hasard et ne l'avait visitée que quelques fois au cours des 2 premières années suivant l'achat. Pendant cette période, son père était passionné par les chevaux et se vantait d'avoir acheté un nouveau cheval de course. Cependant, son intérêt n'a pas duré longtemps, car les affaires ont pris le dessus et sa santé a commencé à décliner. Tony ne se souvenait même plus de la dernière fois que son père avait visité l'écurie, et maintenant il était tenu par le testament de son père de rassembler ses affaires qui pouvaient tenir dans un seul sac de voyage, de quitter sa maison et de se rendre à l'adresse spécifiée dans le testament. Après avoir acheté un billet de bus, Tony s'installa sur la banquette arrière et se plongea dans ses pensées mélancoliques. 3 heures plus tard, le chauffeur annonça leur arrivée et déposa Tony dans la rue principale du village. En jetant un coup d'œil autour de lui, Tony réalisa rapidement que ses espoirs de trouver un emploi dans cette région s'étaient envolés instantanément. Le village entier consistait en une seule rue centrale, avec pas plus de 20, peut-être 25 maisons, toutes distinctes les unes des autres. Certaines avaient des couches de peinture fraîche et des jardins potagers bien entretenus, tandis que d'autres étaient ternes et délabrées, comme si elles avaient enduré une vie difficile. Tony ajusta son sac sur son épaule et se mit en quête de sa propre maison, située en périphérie et à l'écart de la rue principale. Il aperçut quelque chose qui ressemblait à une maison et comprit rapidement qu'il s'agissait de sa propriété, uniquement à cause de l'écurie voisine et de sa clôture envahie par la végétation. Il n'y avait même pas de portail devant la maison elle-même. Elle gisait sur l'herbe, engloutie par les mauvaises herbes. Tony dut se frayer un chemin à travers la végétation envahissante pour accéder à sa propre propriété. Alors que Tony s'approchait du porche, rappelant un chemin difficile à travers un épais fourré, les souvenirs des paroles de son père envahirent son esprit. C'était à ce moment crucial, juste après que Tony ait terminé sa scolarité, que son père lui avait transmis sa sagesse. « Retrousse tes manches et trouve-toi un travail », avait ordonné son père, avec un avertissement insaisissable, « Deviens chargeur ou garçon d'écurie. Embrasse une vie de pelletage de fumier. Tu ne peux pas compter sur moi ou sur ta mère. J'ai réussi par moi-même, et tu réussiras aussi. Si tu le peux, tu dois apprendre à te débrouiller seul. » Debout devant la maison d'écurie délabrée, Tony réalisa la nature prophétique des paroles de son père. Lâchant un soupir mélancolique, le jeune homme s'assit à contre-séhur sur la marche brisée du porche, le cœur rempli de peur et d'incertitude.
Cette peur ne visait pas une personne ou une chose en particulier, Tony ne pouvait tout simplement pas imaginer ce qui l'attendait à l'intérieur de cette cabane usée, avec sa porte de travers, sa fenêtre brisée et son toit en lambeaux. Désireux de retarder sa rencontre avec l'inconnu, Tony décida d'explorer d'abord l'écurie, laissant son sac sous le porche. Alors qu'il s'approchait du coin de la structure grise, le son d'un cheval hennissant parvint à ses oreilles. Au début, Tony crut que ses sens lui jouaient des tours, mais lorsqu'il ouvrit la lourde porte, il fut accueilli par la vue d'un magnifique cheval noir. Le cheval se tenait gracieusement dans l'un des enclos bien entretenus, le seul à montrer des signes d'ordre au milieu du chaos. Perplexe, Tony fut tiré de ses pensées lorsqu'il entendit un cheval tousser derrière lui. En se retournant, il vit un homme qui boitait de façon prononcée et qui se dirigeait lentement vers lui. « Salutations », dit l'homme d'un ton bourru. « Qu'est-ce qui vous amène ici? Puis-je vous aider ?» Tony raconta brièvement l'histoire du décès de son père et de l'héritage des écuries. La compréhension se dessina sur le visage de l'homme qui grommela. « Ah, je vois. » Il suggéra de déplacer la conversation à l'extérieur et indiqua un rondin près de la porte où il pourrait s'asseoir. Se présentant sous le nom de Frank, le boiteux alluma une cigarette et commença à parler. « Votre père avait l'habitude de visiter cette ferme et d'acheter des chevaux exquis. Ils étaient vraiment magnifiques et captivaient tous ceux qui les voyaient. Il a engagé des ouvriers pour s'occuper des animaux, et c'est là que j'ai commencé à travailler ici, à nettoyer le fumier et à aller chercher de l'eau. Mais votre père a cessé de venir, peut-être à cause de sa maladie. C'est son assistant qui a pris le relais. Dès son arrivée, il a licencié tous les ouvriers et vendu les chevaux. Je me souviens m'être demandé pourquoi votre père vendait tout s'il aimait tant les chevaux. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, soupire Frank, sa cigarette s'éteignant. Il fit un geste vers le cheval dans le box et continua son récit le cœur lourd. On ne peut pas le vendre tout de suite, alors on l'a laissé là. C'est un jeune cheval, et comme moi, il boite d'un sabot. J'ai eu de la sympathie pour ce pauvre compagnon et j'ai pris soin de lui. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au forgeron de l'examiner. Peut-être qu'en changeant le fer à cheval, vous améliorerez l'état du cheval. Je n'ai pas beaucoup de connaissances en la matière, mais il me semble que ce cheval est spécial, un pur sang. Ton père n'a pas acheté n'importe quel cheval, soupira Tony en promettant de s'occuper du cheval. En réalité, le cheval était le cadet de ses soucis, car il ne savait pas comment il allait survivre. Il n'avait pas d'argent, pas de travail, et sa maison avait été saccagée et laissée en ruine. Il n'avait nulle part où retourner. Car son frère avait clairement indiqué chez le notaire que tout le monde devait résider dans la maison dont il avait hérité. Tony ne pouvait donc pas retourner chez ses parents. Il n'y avait qu'une seule solution, trouver un moyen de survivre dans cette région sauvage. Après avoir discuté un peu plus avec Frank, Tony fit ses adieux à Frank et se dirigea vers la maison où il devait s'installer avant la tombée de la nuit. Cependant, en entrant dans sa future maison, Tony fut une fois de plus déconcerté. Il était étonné de voir à quel point son père l'avait traité cruellement. On pouvait difficilement appeler cela une habitation. La petite pièce, qui avait probablement servi de cuisine, avait une fenêtre brisée et était jonchée de mégots de cigarettes et de bouteilles vides. Le seul meuble encore intact était une solide armoire, tandis qu'une table et quelques tabourets étaient éparpillés comme s'il y avait eu une lutte. La deuxième pièce de la maison semblait avoir été envahie par les souris depuis un certain temps. Les quelques oreillers et couvertures étaient dans un état lamentable à force d'être rongés. À cet instant, Tony était reconnaissant que le lit soit en métal, car les audacieux rongeurs l'auraient sûrement détruit. Il y avait deux autres choses qui le soulageaient, une fenêtre entière dans la pièce et un vieux coffre dans le coin. Étonnamment, ni les souris ni les occupants précédents n'avaient réussi à l'atteindre. Le coffre contenait des draps de lit utilisables, mais pas neufs, ainsi que des chemises et des pantalons d'hommes et de femmes. Tout était propre, mais une légère odeur de musc ou d'âge flottait dans l'air. Pour le reste de la journée, Tony retroussa ses manches et débarrassa la maison de toutes ses vieilleries, les empilant dans le coin le plus éloigné de la cour. Il espérait pouvoir les brûler un jour. Ensuite, il se rendit à l'étable où il trouva un bon seau en allant chercher de l'eau au puits de la cour. Tony prit soin de laver la pièce où se trouvait le lit.
C'était le seul endroit de la maison où il pouvait dormir sans craindre les gouttes de pluie qui tombaient par la fenêtre cassée. Épuisé, il s'endormit ce soir-là sur le filet usé du vieux lit rouillé, inconscient des défis qui l'attendaient. Le lendemain matin, il se réveilla avec le grognement de son estomac vide. S'il y avait eu quelqu'un d'autre dans la maison, il aurait entendu le grognement de son estomac depuis l'extérieur. C'est alors que Tony se souvint qu'il avait pris son dernier repas à la gare routière avant de venir ici. Il avait acheté une bouteille de limonade et 2 tartes avec des patates douces. Il s'apprêtait à se lever lorsque quelqu'un frappa à la fenêtre. Il a essayé de se lever mais a crié de douleur. Il avait dormi si profondément pendant la nuit qu'il n'avait même pas remarqué la maille de fer du lit qui s'enfonçait dans sa peau. Tony resta debout un moment, essayant de soulager la douleur et d'apaiser sa peau. Avant de s'approcher de la fenêtre, il ouvrit grand les volets et vit une jeune femme. C'était une petite fille vêtue d'une robe de soleil vibrante qui lui touchait presque les chevilles, et d'un foulard blanc impeccable. Elle sourit timidement et lui tendit un paquet. « Bonjour, je suis Rachel, la voisine de Frank », dit l'inconnu avec un sourire charmeur. « Il m'a parlé de vous hier et j'ai pensé que vous risquiez de mourir de faim avant l'ouverture du marché à midi. Je me dirige de toute façon vers la ferme dans cette direction, alors j'ai apporté du lait et une demi-miche de pain. » Attirant le regard de Tony, elle baissa les yeux, embarrassée, et ajouta « Malheureusement, c'est tout ce que j'ai à offrir. Mon fils et moi vivons seuls, et c'est ce que nous mangeons. Je suis heureuse de le partager avec vous. » Tony disparaît soudain de la fenêtre et réapparaît à côté de Rachel, lui prenant le paquet des mains. « Rachel, tu m'as évité de mourir de faim. Quand je me suis réveillée, j'ai cru que j'allais mourir de faim. » Il dit avec gratitude, « Tu m'as sauvé de la faim. » Elle sourit, et Tony poursuivit, « J'avais prévu d'aller au magasin et de tout acheter, mais maintenant je réalise qu'il n'y en a même pas un seul ici, et je n'ai pas l'énergie nécessaire pour aller au marché. Vous m'avez sauvé et je ne vous remercierai jamais assez. Je ne peux même pas vous inviter dans ma maison, j'ai encore peur d'y entrer moi-même. Mais je vous promets que dès que j'aurai remis les choses en ordre, je vous inviterai, vous et votre fils, à prendre le thé. » Tout au long de leur conversation, Tony observa discrètement Rachel. Ses traits lui semblaient familiers, mais il ne se souvenait pas où il l'avait déjà vue. Dans les jours qui suivirent, Tony organisa sa nouvelle maison pendant que Frank cherchait du verre et l'installait habilement dans la fenêtre de la cuisine. Au milieu de conversations sur l'attrait rustique de la vie à la campagne, les 2 hommes blanchirent rapidement les murs de la maison, tandis que la femme de Frank préparait le dîner. Tony s'étonne lui-même de son habileté à utiliser des outils tels que des scies et des marteaux, qui n'étaient pas familiers à sa famille, qui avait toujours fait appel à des ouvriers. Désormais, il répare les meubles sans effort et trouve même de la joie dans cette tâche. Rachel, qui rendait visite à Tony, s'est étonnée de la transformation de la maison, autrefois encombrée, en un espace habitable, et a remarqué son nouveau talent. Elle suggère d'ajouter des rideaux pour plus de confort, mais elle manque de tissu. Tony, mystérieusement souriant, a récupéré un drap coloré dans un coffre, vestige laissé par les anciens propriétaires. Rachel approuve l'idée et décide de transformer le drap en rideau, cachant ainsi son origine de literie. Impressionné par l'ingéniosité de Rachel, Tony l'admirait, bien qu'elle lui ait fait comprendre qu'il ne pouvait être qu'amis, alors qu'ils étaient assis à l'extérieur. Rachel a raconté l'histoire poignante d'un mariage raté, où l'adoration initiale de son mari s'est transformée en négligence et en infidélité, culminant avec son départ avec une autre femme alors que leur fils n'avait que 3 mois. Rachel a indiqué que la femme de Frank l'aidait en lui permettant de s'occuper de l'enfant lorsqu'elle devait aller travailler. Rachel, employée comme laitière chez un fermier local, se rendait à l'étable tous les matins à l'aube avec Billy. Au cours de ses visites, elle prenait des nouvelles de Tony, établissant un lien naturel avec le petit garçon. Tony apprécie la rencontre avec Rachel, leur communication s'établit sans difficulté. Rachel partageait souvent des conseils de jardinage, expliquant comment et pourquoi s'occuper des plantes. Elle a même recommandé un maréchal ferrant compétent pour aider Eclipse, le cheval dont Tony a hérité,
malgré le coût important des fers à cheval pour son petit budget, Tony a fait cette dépense et n'a jamais regretté sa décision. Lorsque Frank a vu Eclipse galoper à une vitesse impressionnante, il s'est exclamé « Je te l'avais dit, c'est un cheval fougueux ». Tony lui rendit son sourire, appréciant Frank qui s'abstenait de boire et excellait dans divers domaines. Frank aide Tony à réparer la clôture de l'écurie et lui apprend à réparer le toit. Un jour, alors qu'il fumait une cigarette, Frank raconta l'histoire de sa boiterie, relatant un accident de jeunesse lors duquel il était tombé d'un toit alors qu'il travaillait avec son camarade de l'armée. Tony aimait écouter les histoires captivantes de Frank. Il s'asseyait souvent près des écuries le soir, Frank fumant une cigarette en se remémorant le passé. Dans ces moments-là, Tony trouvait du réconfort dans la simplicité du village. Les gens y menaient une vie calme et mesurée, sans excès ni chichi. Ce qui contrastait avec les citadins. Tony était satisfait de sa maison progressivement améliorée et réalisa que son ressentiment à l'égard de son frère s'était estompé. Il tint sa promesse d'appeler sa mère, Hélène, qui s'était inquiétée pour Vincent lors de leur dernière conversation. « Oh, Tony, je suis inquiète pour ton frère. Il a complètement abandonné ses études et ne veut pas travailler non plus », confie Hélène. « Il a hérité de l'entreprise de son père et compte maintenant sur les intérêts qu'elle génère. Il passe ses nuits à boire et à faire la fête, ce dont il se vante souvent. Il a même dit que tu mourrais de faim et qu'il ne t'aiderait pas financièrement, même si tu le suppliais à genoux. » « Mais ne t'inquiète pas, maman, » dit Tony joyeusement. « Je ne supplierai pas et je suis sûr que je ne mourrai pas de faim, tout va bien pour moi, même mieux que ce que j'avais prévu au départ. » À ce moment-là, Tony était sincère. Il se sentait vraiment bien et à l'aise, même si le manque d'opportunités de travail l'attristait. Cependant, il était optimiste et pensait que les choses allaient changer, ce qui ne tarda pas à se produire. Ce jour-là, bien qu'il soit tôt le matin, Tony s'occupait déjà de sa première récolte dans le potager. Rachel entra précipitamment dans le portail et agita un morceau de papier, débordant d'excitation. « Tony, regarde ce que j'ai trouvé, je suis allé chez le chef de notre fermier pour récupérer son paiement, et je suis tombé sur ce dépliant qui traînait. Lis-le vite, c'est une opportunité pour toi et Eclipse. » Tony prit le tract, représentant un troupeau de chevaux au centre et une annonce en dessous, indiquant qu'un concours hippique avait lieu dans la ville voisine. Les exigences étaient minimes, mais le grand prix était substantiel. Après avoir lu les détails, Tony sourit et passa la feuille à Rachel. Il y aura probablement des chevaux de race pure qui seront présentés, et notre Eclipse est aussi de race pure. Malgré les tentatives de Rachel pour le persuader du contraire, Tony fit un signe de la main, déposa le dépliant sous le porche et y laissa une bouteille de lait. En se retournant, elle disparut derrière le portail, aussi rapidement qu'elle était apparue. Tony retourna à son travail, mais l'idée du concours hippique persistait dans son esprit. Les prix étaient importants, surtout pour leur village, et même s'il n'était pas entièrement convaincu de son propre succès, Tony décida de tenter sa chance. Les souvenirs des paroles de Frank sur le fait que son père n'achetait que des chevaux de pure race, ce qui signifiait qu'Eclipse pouvait également être de pure race, occupèrent les pensées de Tony pendant les jours qui précédèrent l'exposition. Il prépara méticuleusement le cheval, et Frank lui donna volontiers un coup de main. Le jour dit, il se tenait aux côtés des autres participants, rempli d'impatience. La compétition est féroce, les chevaux étant tous plus beaux les uns que les autres. À chaque étape, les participants doivent démontrer les plus belles qualités de leur cheval. De manière surprenante, Eclipse a réussi à conquérir le cœur de presque tous les juges. Tony a été stupéfait lorsque son cheval bien-aimé a été déclaré vainqueur à la fin. Après la cérémonie, un vieil homme distingué aux cheveux argentés s'est approché de Tony et a délicatement caressé Eclipse, le splendide cheval qui avait remporté le prix. Il parla d'un air pensif, admirant sa beauté. « Vous savez, cette race est exceptionnellement rare, et seule une poignée d'entre eux ont été importés dans notre pays depuis l'étranger. Un tel cheval a une grande valeur. Croyez-moi, est-ce que vous envisageriez de le vendre ?» Lorsque l'homme indiqua le montant qu'il était prêt à payer pour Eclipse, Tony réalisa que son père ne l'avait pas entièrement privé d'héritage, comme il l'avait cru.
Le cheval avait déjà rapporté une somme d'argent substantielle et avait le potentiel de continuer à le faire. Tony réfléchissait tandis que l'homme continuait à caresser Eclipse. Finalement, le jeune homme répondit résolument, « Non, je ne vendrai pas le cheval. Il m'a été transmis, et il a une valeur sentimentale en tant que souvenir de mon père. » Dans son esprit, Tony envisage déjà d'emmener Eclipse à de futurs tournois. Après tout, après avoir gagné une fois un prix aussi prestigieux, pourquoi ne pas retenter sa chance? Tony imaginait même utiliser l'argent qu'il avait gagné pour établir sa propre petite ferme et mener une vie confortable. Cependant, l'étranger s'immisça à nouveau dans ses pensées. « Vous devez savoir que j'ai très bien connu votre père. Je m'appelle Monsieur Sheldon. Nous nous sommes lancés dans les affaires ensemble quand nous étions jeunes et nous sommes restés amis. Nous étions inséparables depuis l'époque où nous étions étudiants, et c'était une époque remarquable. Nous avons partagé nos joies et nos peines. C'était étonnamment facile pour nous deux. Beaucoup de gens enviaient même notre lien, mais des années plus tard, nos chemins se sont séparés et nous nous sommes perdus de vue. » La voix de l'étranger transmettait un sentiment de mélancolie alors qu'il se remémorait le passé. À cet instant, Tony se trouva déchiré entre le désir de connaître l'histoire de son père et la réticence à s'y attarder. Il s'apprêtait à faire ses adieux lorsque l'étranger reprit la parole. « Vous savez, j'ai récemment lu dans le journal des informations sur le décès de votre père et sur votre famille. Quelque chose m'a laissé perplexe. Bien que je n'ai pas parlé à Howard depuis de nombreuses années, je savais qu'il n'avait pas de fils, mais une fille et un fils. Il était ravi que sa fille soit née en premier. Il l'appelait sa petite princesse, et lorsque son fils est arrivé quelques années plus tard, Howard était fou de joie. Nous étions encore des amis proches à l'époque. Nos enfants sont nés à peu près en même temps. La fille d'Howard est née début avril, et mon aîné est né un mois plus tard, en mai. Nous avions l'habitude de plaisanter en disant que lorsqu'il serait grand, nous fusionnerions nos entreprises en les mariant. Mais je n'ai pas de sœur, interrompit Tony, je n'ai que mon frère Vincent. En effet, c'est exact. Tony et moi sommes nés la même année, coïncidant avec la naissance de votre fille. Monsieur Sheldon fixa son regard sur Tony, plongé dans ses pensées, et continua à parler. Voyez-vous, jeune homme, c'était une époque difficile, il y avait eu divers problèmes dans le monde des affaires, entre autres, qui avaient poussé Howard et sa famille à disparaître de la ville. Personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. Soudain, votre famille disparaissait pendant quelques années, puis réapparaissait, mais au lieu d'une fille, Howard avait un fils plus âgé. Les gens ont fait des commérages, mais en fin de compte, ils ont poursuivi leur vie, faisant face aux défis personnels du mieux qu'ils pouvaient. Après un moment de silence, l'homme reporta son attention sur le cheval, caressant doucement son magnifique pelage dans un murmure à peine audible. Il parlait à Tony d'une manière mystérieuse, mais ce qui m'a rendu plus perplexe que la substitution d'une fille à un fils, c'est l'attitude particulière de votre père à l'égard des chevaux. Depuis mon plus jeune âge, je trouvais fascinante la façon dont Howard idolâtrait et soignait ses animaux comme s'ils étaient divins. Il sélectionnait méticuleusement chaque cheval de valeur, en comprenant leur lignée et en s'assurant qu'ils vivaient dans des conditions idéales. À son retour, nombre de nos connaissances communes ont remarqué à quel point il avait changé. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je sois témoin de l'état de ses écuries. J'étais étonné que votre père les ait laissés se détériorer de façon aussi importante. Tony écoutait attentivement, essayant de tout comprendre. Il était inconcevable pour lui que son père ait laissé les écuries tomber en ruine. De plus, la révélation de la disparition de sa supposée grande sœur, selon l'étranger, soulevait des questions sur le passé de sa famille. La conversation avec l'ami de son père à l'exposition a laissé Tony dans un état de trouble. Cependant, une fois rentré au village, de nouvelles préoccupations occupent son esprit, et l'enquête sur le mystère de sa famille devra être reportée à une autre occasion, grâce au gain qu'il a obtenu. Tony, avec l'aide de Frank, de sa femme et de Rachel, utilise les gains d'Eclipse pour établir une petite mais confortable ferme. Rachel quitta son emploi chez le fermier pour rejoindre Tony, et bien qu'il ait tenté de raviver leur relation amoureuse, ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient l'avoir qu'une amitié. Malgré tout, Tony était satisfait,
et leur relation semblait sans effort. Près d'un an s'était écoulé depuis que Tony s'était réinstallé dans le village, et il avait du mal à comprendre comment il avait pu s'épanouir dans la ville animée, bruyante et corrompue. Cependant, un jour, il reçut un appel imprévu de son frère aîné. Dès le début de l'appel, il devint évident que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Tony sentait que Vincent avait encore de l'animosité envers lui et semblait l'appeler uniquement pour se moquer de lui. Vincent a demandé de manière sarcastique si Tony avait faim, puis a exprimé sa surprise lorsqu'il a vu la ferme derrière Tony par le biais de l'appel vidéo. Il demanda si Tony avait été embauché comme éleveur de bétail, laissant entendre que c'était le seul type de travail que quelqu'un comme Tony pouvait trouver. Cependant, Tony a révélé qu'il s'agissait en fait de sa propre ferme et de sa propre écurie. Cette révélation a provoqué le silence de Vincent, qui a interrompu le discours qu'il avait préparé. Il était clair que la colère de Vincent dépassait ses attentes. Non seulement Tony n'était pas mort de faim, mais il était aussi devenu un homme d'affaires prospère, bien que dans le village ait 100 millions de dollars de bénéfices. Ce fait blessa tellement Vincent qu'il décida de rendre visite à Tony ce jour-là, soi-disant pour prendre de ses nouvelles. Tony ne put s'empêcher de se demander s'il n'avait pas une grande sœur quelque part, mais il conclut que Vincent n'était pas la personne à même de lui fournir des réponses. Néanmoins, Tony vit dans l'arrivée de son frère l'occasion de collecter du matériel pour un test ADN. Il a soigneusement collecté un mégot de cigarette et un verre laissé par Vincent, ainsi que quelques cheveux sur l'appui-tête du siège du conducteur pendant que son frère inspectait ses affaires. Tony se rend à la ville et soumet tous les documents nécessaires au test de parenté. Il attendit anxieusement les résultats, ressentant un mélange d'excitation et d'agonie. Tony n'avait aucune idée de ce que le test révélerait, mais il était certain qu'il y avait une sorte de mystère autour de leur relation. Lorsque les résultats du test ADN sont arrivés, ils ont montré que Tony et Vincent étaient de parfaits étrangers l'un pour l'autre, sans aucun lien de parenté. Assis sur un banc devant la clinique, Tony fixait le document, ne sachant que faire. Il était évident qu'un plan calculé était en jeu, mais Tony savait qu'il ne pourrait pas le résoudre seul. Il rangea soigneusement la feuille de résultats dans sa poche intérieure et se dirigea vers le poste de police le plus proche. Tony raconta son histoire à l'enquêteur, qui l'écouta attentivement et lui conseilla de faire une déclaration détaillée. À ce moment-là, Tony ne croyait guère que son affaire serait prise au sérieux. Il pensait qu'elle serait probablement classée et oubliée, mais à sa grande surprise, quelques jours plus tard, il est convoqué au commissariat et conduit dans le bureau de l'enquêteur. Vincent était assis et l'attendait. Tony était visiblement anxieux, son assurance vacillait. Son attitude traduisait la peur lorsqu'il commença à chuchoter rapidement, comme s'il s'inquiétait de transmettre l'information à temps. Il s'interrogea sur le sens de la conversation, exprimant son incrédulité quant à l'affirmation de l'interrogateur selon laquelle Vincent et lui n'étaient pas frères, en dépit du fait qu'ils aient été compagnons toute leur vie. L'expression choquée de Vincent confirmait ses paroles, mais Tony restait sceptique. Hélène avait passé des heures avec l'inspecteur Shields, et Tony s'inquiétait de la détérioration de sa santé, qui s'était aggravée depuis le décès de leur père. Lorsqu'elle sortit enfin du bureau de l'enquêteur, elle avait un air alarmant. On aurait dit qu'elle avait vieilli d'une décennie, avec son dos voûté, ses yeux rougis par les pleurs et son regard vide. Ignorant ses fils, elle sortit du couloir en titubant. Tony observa la scène avec inquiétude avant d'être invité à entrer dans le bureau. Inspecteur Poe Shields, à votre service, salua le policier en faisant signe à Tony de s'asseoir. Vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé. Vos prétendus parents ne sont pas vos parents biologiques. Au contraire, cette famille travaillait comme domestique pour vos vrais parents, et ces criminels ont planifié de longue date leur tromperie, poussés par l'envie de leur richesse. Le détective récupéra un magnétophone et le tendit à Tony, l'incitant à l'écouter lui-même. Ici, vous pouvez entendre la confession complète de votre soi-disant mère, qui craint de passer sa vie derrière les barreaux. Alors que l'inspecteur Shields s'affairait à ranger des dossiers dans une armoire contre le mur, Tony écoutait, incrédule. Une voix de femme familière émanait du dictaphone, prononçant des mots familiers. À l'époque, mon mari et moi étions en train de réfléchir. Avoua-t-elle. Pourquoi possède-t-il tout alors que nous n'avons rien?
Howard a donc élaboré un plan. Il est rusé. Chaque fois que les propriétaires se déplaçaient, il lui demandait de les conduire. Cette fois-ci, au petit déjeuner, il m'a donné une poudre à mettre dans leur thé. Il m'a demandé d'être prêt quelques heures après leur départ. Lorsqu'il est revenu, il était agité et nerveux. Il m'a demandé de rassembler rapidement tous les enfants. Il n'était que 3 dans la maison, leur fille, leur fils et Vincent, et il m'a déconseillé de poser des questions inutiles. J'ai suivi ses ordres et nous nous sommes retrouvés dans un hôtel isolé, loin de notre ancienne ville de résidence. Verdé m'a informé que nos anciens propriétaires n'existaient plus et que nous prenions leur place. Cependant, cela demande encore beaucoup d'efforts en termes d'apparence et d'âge, nous leur ressemblons un peu, mais les esthéticiennes et les chirurgiens plasticiens ont fait quelques retouches. L'enregistrement s'est brusquement arrêté à mi-chemin, et dans le silence qui a suivi, la voix de l'enquêteur a émergé de l'arrière. Bon sang, il n'y a plus d'énergie. Elle parle de leur crime depuis si longtemps, laissez-moi le recharger, et si je vous versais un peu de thé ? Proposa l'enquêteur en offrant un verre coupé à Tony. Asseyez-vous plus près et écoutez-la pendant qu'elle est branchée sur la prise. L'inspecteur Shields se remit alors à parcourir les documents dans l'armoire, tandis que Tony écoutait attentivement. De plus, Howard avait méticuleusement tout planifié à l'avance. La mère imposteur a continué la ruse et a réussi à acquérir une somme d'argent substantielle auprès de nos anciens propriétaires. Nous nous sommes rendus dans une grande maison, à des centaines de kilomètres de notre ville d'origine. Howard nous a dit que nous devions attendre un certain temps. Au cours de notre voyage, nous sommes tombés sur l'orphelinat d'un village situé sur le chemin. Mon mari pensait que nous ne pouvions pas nous débarrasser des 2 enfants en même temps, car cela éveillerait les soupçons. Il a donc imaginé une histoire dans laquelle nous étions en voyage et notre fille est décédée tragiquement. Pour combler le vide de mon chagrin maternel, nous avons soi-disant adopté un garçon à notre retour. Au fil du temps, nous n'avons rencontré aucune difficulté à interagir avec nos connaissances, car nous étions là depuis de nombreuses années et nous connaissions bien les coutumes et les préférences de nos hôtes. Howard s'est parfaitement adapté à son nouveau rôle et s'est fondu dans l'image de l'hôte, ce qui nous a permis de vivre de cette manière. Si ce n'était la voix du dictaphone qui soupirait et se taisait, l'inspecteur Shields s'approchait de la table et appuyait sur le bouton d'arrêt. Tapotant l'épaule de Tony, il lui dit avec empathie, « Tiens bon, je comprends que découvrir que les personnes que vous croyez être vos parents ne sont pas réellement vos parents, mais plutôt des meurtriers, soit incroyablement difficile. Cependant, la chose la plus importante est que tu as appris que tu as une sœur. » Tony, qui avait été quelque peu étourdi, semble retrouver son calme et lève les yeux vers l'inspecteur Shields. Il l'implore, « Aidez-moi à la retrouver, s'il vous plaît. Après tout, c'est la seule personne au monde qui compte vraiment pour moi. » Alors qu'il contemplait le bureau de l'enquêteur, Tony réalisa qu'un peu plus de 2 semaines s'étaient écoulées. Il n'avait pas vu son frère pendant tout ce temps. Un matin, Tony et Frank étaient occupés à nettoyer l'écurie lorsque l'inspecteur Shields se présenta à l'improviste sur le pas de la porte. Saluant tout le monde joyeusement, il avait de bonnes nouvelles pour Tony. « Pourquoi ne pas faire du thé, et je vais partager tout ce que j'ai découvert au sujet de votre sœur, » proposa-t-il. La fourche de Tony faillit lui échapper, craignant le pire pour sa sœur et ses parents. Cependant, en observant le comportement optimiste du policier, il commença à se détendre. Tony mit son outil de côté et invita le détective à entrer dans la maison. La sœur de Tony avait été adoptée par un couple sans enfant il y a quelques années, après un séjour dans un orphelinat pour éviter les rumeurs inutiles. La famille s'était installée à la campagne, à 2 villages de Tony. Tout excité, Tony demanda, « Est-elle encore en vie ? Habite-t-elle toujours là-bas ? Je veux aller la voir immédiatement. » Le policier glousse, pose une main rassurante sur l'épaule de Tony et l'invitait à se calmer. Il ajouta d'un ton badin, « Inutile de vous précipiter. Votre sœur est vivante. Malheureusement, ses parents sont décédés, et elle a déménagé. Mais tu ne croiras pas où. » Curieux, Tony le regarda, et le détective lui communiqua peu à peu l'information. À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit, et une Rachel radieuse apparut.
J'aimerais vous la présenter, dit l'inspecteur Shields. C'est ta vraie sœur. Rachel sourit, et Tony eut l'impression d'être dans un rêve. Le bonheur semblait surréaliste mais authentique. Le trio passa un long moment dans la cuisine, discutant de tout ce qu'ils avaient appris. Alors qu'ils s'apprêtaient à partir, l'inspecteur Shields proposa à Rachel de la raccompagner chez elle. Tony leur fit ses adieux, ayant du mal à dormir cette nuit-là à cause de la quantité écrasante d'informations. Il se rendit compte qu'il avait désormais une sœur et un charmant neveu. À partir de ce jour, Tony remarqua que Paul se rendait fréquemment dans leur village. Après le travail, il dînait souvent chez Tony. Un jour, Paul arriva sur le pas de la porte avec un énorme bouquet de fleurs, s'adressant nerveusement à Tony. « Voilà ce qui se passe, je suis tombé amoureux et je veux épouser Rachel. » Elle a déjà donné son accord. Tony arborait une expression sérieuse, luttant pour retenir un sourire. « Bien sûr, cela ne me dérange pas, dit-il. Mais comme le veut la tradition, c'est aux aînés de la famille qu'il incombe de donner la priorité à leur vie privée. » Sur ces mots, il s'approcha de la femme qui se tenait près de la cuisinière, l'enlaça et lui murmura doucement, « Qui est Y, accepteras-tu d'être ma femme ?» Tony était profondément amoureux de Daniel, une vétérinaire qui examinait Eclipse, son cheval, depuis 3 mois. Il prenait un soin méticuleux de son cheval, qu'il considérait comme un symbole de bonheur. C'est grâce à Eclipse qu'il avait rencontré Daniel. Pendant tout ce temps, Tony avait envisagé de demander Daniel en mariage, mais la peur l'en avait empêché. Maintenant, il pensait que le moment parfait était arrivé. Ce soir-là, dans leur cuisine confortable, la petite maison respirait la chaleur. Un mois plus tard, ils ont célébré une joyeuse cérémonie de mariage au village. Après le mariage, tout le monde décida de rester au village et d'y élire domicile. Tony reçut l'héritage qui avait été indûment pris par Vincent et sa mère. Plutôt que de retourner en ville, Tony décide de tout vendre et d'agrandir sa ferme, dont il partage la moitié avec sa sœur. Il découvre au fil de ses investigations que sa mère, célibataire, s'est installée chez Vincent, qui, désormais sans argent, vit de petits boulots et de beuveries. Néanmoins, Tony ne s'intéresse pas à cet aspect de son passé. Il était devenu l'homme le plus heureux du monde, chérissant sa sœur, adorant sa femme, et attendant avec impatience l'arrivée de leur enfant. Pour tout cela, il était éternellement reconnaissant à Eclipse.